Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs, bienvenue à la résidence de l'ambassade de Suisse et bienvenue pour ce Café des Sciences qui, ce soir, est dévolu à l'innovation pour les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, il y en a 17 et nous devrions normalement les voir ici. On va essayer d'en parcourir quelques-uns, mais je ne vous garantis pas qu'on y arrivera en un peu moins d'une heure et demie. Sans plus attendre, j'aimerais demander à d'autres ambassadeurs de nous donner un mot de bienvenue. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bernardino Regazzoni. Chers collègues et amis de la francophonie, mesdames et messieurs, je crois téléspectateurs qui nous suivent à la télévision, une très cordiale bienvenue à cette édition spéciale du Café des Sciences. Le Café des Sciences est une série d'événements initiés en 2019 par Swissnex, qui est le réseau de la Suisse officielle chargé de tisser les liens dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation dans le monde. Le Café des Sciences offre une plateforme aux milieux universitaires, aux startups et aux artistes de présenter leurs projets et de se connecter avec la communauté locale. J'ai parlé d'une édition spéciale parce que c'est la première fois que le Café des Sciences a lieu à l'ambassade de Suisse et que la conférence se déroule entièrement en français afin de célébrer le mois de la francophonie. En tant que président du groupe des ambassadeurs francophones en Chine, j'aimerais dire quelques mots au sujet de la langue de Molière, dont on fête d'ailleurs cette année le 400e anniversaire de la naissance. Dans le monde, 300 millions de personnes parlent français au quotidien. C'est la deuxième langue en Suisse. Elle est une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et aussi une des 2 langues officielles des Jeux olympiques. On s'est beaucoup réjoui d'entendre lors des annonces officielles à la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi lorsque les médailles ont été remises, les annonces étaient faites aussi en français. C'est la raison, la langue française est une des 2 langues officielles des Jeux olympiques pour rester dans l'actualité. Le français est aussi une des 5 langues les plus étudiées dans le monde. En Chine, à partir de l'an 2000, le nombre d'universités ayant un département de langue française a triplé pour dépasser les 150. Actuellement, la Chine compte plus que 140 000 apprenants de la langue française et depuis 2020, le français est matière d'examen pour le Gaokao, le concours national d'entrée à l'université. Le français est parlé sur 4 continents et il est promu par l'Organisation internationale de la francophonie qui déploie aussi une action politique autour des valeurs telles le développement durable, la promotion de l'égalité et la paix. On retrouve ces valeurs parmi les 17 objectifs de développement durable établis par l'Organisation des Nations Unies à atteindre d'ici 2030. Par exemple, la promotion de l'égalité est envisagée par l'objectif 5 qui traite de l'égalité entre les sexes et par l'objectif 8 qui porte sur le droit à un travail décent. La paix, quant à elle, est envisagée par l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. On parlera ce soir aussi de l'enseignement de la langue française. Le thème principal est cependant celui de l'innovation et de comment les objectifs de développement durable peuvent être atteints au moyen de l'innovation. L'innovation joue un rôle central tant en Chine comme en Suisse.
un pays sans ressources autres que la capacité d'innover. Et apparemment, elle le fait bien, car ces 11 dernières années, la Suisse a été classée comme le pays le plus innovant au monde. On parlera ce soir d'innovation qui produit valeur économique, mais aussi qui enrichit le capital humain ou sauvegarde l'environnement. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous souhaite un débat intéressant et je vous encourage à poursuivre les échanges après la table ronde lors de moments conviviaux. Bonne soirée et vive la francophonie! Voilà les objectifs du développement durable, 17. Ils comprennent en fait 796 sous-objectifs, des cibles qui sont mesurées avec des données. Donc, il faudra des données pour savoir comment est-ce que les sociétés avancent. Et le but qui est en fait derrière, sous-jacent, c'est de laisser personne derrière, que ça englobe tout le monde. Alors, pour cela, eh bien, il faut non seulement des politiques cohérentes, ça paraît clair, il faut partage de connaissances, il faut des innovations techniques, mais pas seulement. Il faut aussi de l'innovation sociale pour vraiment pouvoir prendre tout le monde dans cette action. Et ces objectifs, en fait, ont été présentés et intégrés en 2015 et ils remplacent en fait les 8 objectifs du millénaire pour le développement de 2015. Et on a pour objectif de pouvoir les adresser d'ici 2030. Alors ça, c'est pour cette partie. Et puis de l'autre, comme a dit notre ambassadeur, cette série ce soir de discussions avec 5 personnes, elle se fait en français parce que c'est une édition spéciale de la francophonie. Or, le français, il est parlé sur 5 continents. C'est la langue notamment officielle de la France, du Canada ou de la Belgique, mais c'est aussi la langue administrative de Maurice, du Gabon, ou bien la langue de la culture, comme en Tunisie ou au Liban. Et puis, il y a aussi des autres minorités francophones, comme au Cambodge. Mais quand on parle de la francophonie, il n'y a pas de limitation géographique à des pays. En fin de compte, il y a des personnes qui parlent le français et qui sont disséminées à travers le monde. Et puis, ce soir, on aura des personnes ici qui vivent en Chine. Il y en aura quelqu'un qui vient de Chine, effectivement, qui parle couramment français, quelqu'un qui représente la Belgique, la France, et puis aussi l'Italie. Parce qu'au nord de l'Italie, on a une région, dans le Val d'Aoste, où le français est une langue officielle. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Hippolyte Gallo, qui est né à Rome où il y a 2 écoles françaises qui sont très, très actives, aussi un centre culturel. Hippolyte Gallo, qui est diplômée d'histoire et de conservation du patrimoine culturel. Elle a aussi un diplôme de langue et de culture chinoise. Elle travaille depuis 2018 à l'école italienne de Pékin. Et puis, elle va nous montrer comment est-ce qu'on peut déjà très jeune impliquer les enfants dans la démarche du développement durable. Hippolyta, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tout le monde. On est ravis ce soir de pouvoir représenter notre petite communauté éducative. Alors, mon intervention va parler de l'objectif numéro 4, principalement, l'éducation de qualité, qui évidemment englobe aussi différents thèmes. Non. Voilà. OK, bon. Alors, la philosophie éducative Reggio Emilia est un exemple d'éducation de qualité et l'école italienne de Pékin suit cette approche. La philosophie éducative Reggio Emilia naît en Italie dans les années 60-70 du XXe siècle, dans la ville italienne du même nom. Loris Malaguzzi, pédagogue et enseignant, est l'interprète d'un paradigme révolutionnaire qui voit les filles et les garçons, nos plus jeunes citoyens,
au centre, protagonistes d'opportunités et des choix au sein d'une expérience éducative collective. Oui. La première crèche, nommée Genoveffa Cervi, mère de 7 filles partisans Cervi fusillées par les fascistes, ouvre le 13 décembre 1971 et accueille non seulement les filles et les fils de tous les employés de l'administration publique, mais aussi les filles et les fils de tous les habitants du quartier. Une convergence d'acteurs, de forces politiques, Loris Malaguzzi, les citoyens, le groupe d'enseignants, les cuisiniers, d'ateliéristes qui ont travaillé dans les crèches et les écoles maternelles créent une alliance, une collaboration efficace qui répond aux besoins socio-économiques de l'après-guerre en Italie et qui voit aussi les femmes engagées professionnellement et non plus seulement au sein de la famille. Cette alliance, qui se déroule au fil de la participation de la gestion sociale, se retrouve encore aujourd'hui au sein du Conseil Enfance-Ville, où les familles sont invitées à dialoguer avec les écoles. L'expérience se poursuit aujourd'hui non seulement à Reggio Emilia, où il y a un véritable réseau de 33 institutions d'accueil municipal entre crèches et maternelles qui suivent proprement l'approche, mais aussi d'un réseau international avec plus de 150 pays et régions du monde qui suivent l'approche dans notre école. Radio Children SRL est le Centre international pour la défense et la promotion des droits et du potentiel des enfants et est l'entreprise fondée par la municipalité de Reggio Emilia pour promouvoir et sauvegarder l'approche éducative. Suivant les valeurs du Reggio Emilia Approach, l'école italienne de Pékin est un projet social, non-profit, donc son but lucratif, voulu et soutenu financièrement par la famille Cutrupia et coopère directement avec Reggio Children SRL. Fondée en 2015 en tant qu'école d'ambassade, elle offre un programme bilingue italien et anglais avec une forte promotion de la culture et de la langue chinoise, qui est donc en relation avec le territoire et la société qui l'entoure. Au fil des années, l'école a accueilli plus de 200 enfants de plus de 30 différentes nationalités. L'école offre une expérience éducative basée sur les principes d'interculturalité, d'inclusion, de participation active, de durabilité, de qualité, de soins et de bien-être. La pensée qui interprète la philosophie éducative de Loris Malaguzzi est connue également sous le nom de son langage. Désolée. Okay. Métaphore des multiples possibilités que chacun possède, enfant et adulte, pour s'exprimer et pour communiquer. L'éducateur doit respecter ses potentialités de communication multiples et les encourager. L'image de l'enfant qui est ressentie est une image forte et positive, qui respecte son unicité et ses différentes modalités d'apprentissage. L'enfant est en effet créateur de son savoir et le rôle des éducateurs est celui de l'écouter, de l'accompagner et de rechercher avec lui et de lui offrir différents contextes riches et provoquants. Non, oui. Ah, désolée. Une figure particulière de l'approche Reggio Emilia est l'ateliérista, qui travaille côte à côte avec les éducateurs, est en charge des lieux, les ateliers, des lieux caractéristiques de recherche en dialogue avec tous les espaces de l'école. La philosophie de l'atelier se diffuse comme ça dans toute l'école et offre aux enfants différents contextes d'apprentissage contaminés par des expériences artistiques ayant le but de leur offrir différentes perspectives d'apprentissage et la possibilité de développer leur seul langage. L'école est un système ouvert où les enfants interagissent, explorent et discutent différents sujets, même les plus complexes, avec tous les acteurs de la communauté éducative. L'offre éducative de notre école met l'accent sur l'éducation à l'environnement, thème extrêmement actuel, surtout pour les enfants, nos plus jeunes citoyens. Après avoir approfondi différents thèmes concernant l'écologie, les enfants ont commencé l'année dernière un nouveau chapitre qui voit comme protagonistes des organismes vivants, les arbres.
En effet, en face à une des classes se trouvent un pommier de Chine et un ginkgo, deux arbres très liés à la culture chinoise dont le ginkgo est même symbole. Okay. Dans le projet « Les arbres en relation aux autres et dans leur contexte », les enfants ont observé, étudié les deux arbres, leur environnement et la relation entre eux et les êtres humains. Les éducateurs ont offert aux enfants différents outils analogiques, technologiques et graphiques pour les encourager à développer leur son langage, avec le but d'exprimer leurs pensées, hypothèses et théories. L'interprétation de leur relation avec les arbres et donc avec la nature même, élaborée dans un cadre urbain, est très intéressante pour nos éducateurs, car elle nous montre comme les enfants, dans un contexte perçu par nos adultes comme d'opposés, nature et ville, au lieu de séparer les deux réalités, ils les unissent, ils n'en font qu'une seule. En effet, le monde senti par les enfants est un monde où les contradictions coexistent sans s'annuler. Les enfants ont une vision holistique de la vie, qui est caractérisée par l'interdépendance et l'indissociabilité des choses, tout comme l'éducation qui devrait leur être offerte, une éducation qui unit et ne sépare pas les disciplines. On a demandé aux enfants de traduire en fresque cette relation sur un des balcons de l'école. L'objectif n'est pas purement esthétique, mais significatif. En outre, un autre aspect très important est que cette fresque sera réalisée avec une peinture écologique et innovatrice. La peinture Airlight, peinture 100% minérale, extempe des produits pétroliers, donc non toxiques. Cette fresque pourra donc réellement contribuer à la réduction de la pollution autour de l'école, une fresque active qui jouera un rôle en nettoyant l'air et en aidant l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui est de l'enseignement pour vraiment des enfants. Et puis maintenant, on va élever le niveau. On a l'objectif 4, qui est un enseignement de qualité. Ça l'était aussi, hein, c'est clair. Et puis, on va se diriger sur la place du français dans l'univers scientifique. Et la personne qui vient venir nous parler, c'est Rina Assa, qui est enseignante de français à l'École centrale de Pékin, mais aussi directrice adjointe du Centre de recherche France à l'Université de Beihang. Elle est une formatrice labellisée pour TV5 Monde, qui diffuse à travers le monde des chaînes en français. Et puis, pour quelques mots pour l'École centrale de Pékin, c'est la première école d'ingénieurs francophones en Chine, qui est soutenue par les ministères de l'Éducation, tant chinois que français. Et puis, pour l'Université de Beihang, eh bien, c'est une université qui fait dans l'aéronautique, notamment, et elle forme des ingénieurs trilingues, chinois, français et anglais. Alors, s'il vous plaît, l'INASA, veuillez nous présenter vos travaux. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'enseignement de français dans notre université. Donc, pour moi, enseigner le français durablement, c'est de relever les défis usuels de l'enseignement de français. Donc, c'est là-bas? Pardon? C'est bien le premier pronom, là? C'est le... Attends. Ah! Non, ça c'est le vote, non? Voilà, j'ai trouvé. Donc, enseignement de français en Chine, comme tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a dit, en fait, sont principalement divisés en deux catégories. Donc, le français comme spécialité universitaire et le français comme deuxième langue étrangère. Mais cette dualité a changé depuis le début du 21e siècle, justement, comme il y a la création de l'école centrale de Pékin, parce qu'à l'époque, la formation d'ingénieurs en Chine a longtemps coopéré avec la Russie et aussi les pays anglophones.
Donc, le pays, la Chine, a réalisé qu'il faut développer vraiment un pluralisme et une synergie dans l'enseignement supérieur de l'ingénieur. C'est pour ça qu'il y a la création de l'École centrale de Pékin et en même temps a émergé un nouveau besoin de l'enseignement de français, ce qui est le français sur un objectif spécifique orienté vers les sciences. Donc, pour vous donner une idée, en fait, actuellement, cette année-là, on a déjà 14 établissements franco-chinoises de cette structure de gestion conjointe. Et parmi ces 14 établissements, il y a 12 qui sont des écoles d'ingénieurs. Et maintenant, on a à peu près 10 000 élèves scientifiques qui sont francophones. Et je ne vais pas représenter la centrale Pékin. Donc, c'est d'une coopération franco-chinoise. Et les étudiants, on a en fait fusionné 2 systèmes éducatifs. Et au bout de 6 ans et demi, les élèves ils peuvent avoir un titre d'ingénieur français et un master chinois de Beirang. Donc, normalement, en France, pour la classe préparatoire, c'est 2 ans. Et nous, on a ajouté 1 an parce que justement, cette année, c'est consacré pour un apprentissage de français intensif. Donc, on est là vraiment pour les préparer à suivre les cours scientifiques en français. Donc, comment on peut élaborer ces cours? On a d'abord défini les objectifs. Donc, premièrement, après 6 mois d'études de la langue française, ils doivent comprendre les cours scientifiques en français. Ils peuvent avoir une autonomie pédagogique, comme prendre des notes en français, intervenir dans les cours, s'échanger avec les profs scientifiques français, etc. Mais le premier défi, c'est le FOSS pour les débutants. Donc, un français de sciences pour un tout débutant. Alors, sachant qu'à l'époque, la seule méthode de français qui s'appelle le français pour le science qu'on a trouvé, c'est une édition de PUF. C'est bien écrit, c'est destiné aux apprenants qui a un niveau C1. Donc, pour nous, c'était très, très difficile de trouver des références. On a décidé quand même de commencer, de lancer ce français de science à partir de la 10e semaine de la première année. Donc, ça va durer 2 ans et ça compte 112 heures de cours de FOSS au total. Et quelles sont les ressources pédagogiques? Donc, on choisit les ouvrages de vulgarisation scientifique et surtout, on a choisi les extraits de polycopiés des cours de professeurs scientifiques. On a fait aussi référence aux méthodes scientifiques du lycée et du collège français. Et qui va enseigner? Donc, on a tout essayé. Tout d'abord, c'était les enseignants français de la langue française qui ont élaboré ce cours. Mais il a vraiment du mal à comprendre les difficultés des étudiants scientifiques en français. Donc, on a changé la modalité. On a proposé un binôme d'un enseignant français de langue française et d'un enseignant chinois. Mais pareil, on trouve qu'il y a un manque de lien avec le contenu scientifique. Donc, à la fin, maintenant, ce qui a bien marché jusqu'à maintenant, c'est plutôt la dernière. Donc, c'est un enseignant chinois de FLE qui a eu une formation identique aux élèves chinois. Donc, on a tous passé un cohorte, on a les mêmes expériences et on coopère avec les professeurs scientifiques pour exploiter les fiches pédagogiques. Donc, on a 2 cours en parallèle. Donc, d'un côté, on a le prof de français, comme moi, qui enseigne le FOSS. Et d'un autre côté, on a aussi les profs scientifiques français qui enseignent les sciences de base en français. Donc, ils enseignent le contenu que les élèves ont déjà appris au collège. Ils répètent ça en français, encore une fois, pour que les élèves puissent saisir les mots, les vocabulaires. Et puis nous, en tant que le prof de français, on travaille derrière pour voir la structure, pour comprendre la logique. Surtout, je pense, pour les scientifiques, le raisonnement est important. Et puis, voilà, donc pour notre contenu de cours, il y a principalement 2 parties. Donc la première partie, c'est vraiment un travail derrière les professeurs scientifiques.
Par exemple, on travaille sur la description des figures, le raisonnement logique, la compréhension de la démonstration. Donc, je vous donne un exemple concret. Par exemple, un mathématicien, il veut enseigner aux élèves pour démontrer que le nombre réel racine de 2 est un nombre voilà, rationnel. Donc, comment on travaille là-dessus? Donc, premièrement, les profs mathématiques, il a ce cours avec les élèves. Donc, les étudiants, ils peuvent déjà saisir le vocabulaire sur les différents nombres réels, irréels, etc. Et nous, on travaille derrière. Donc, on retravaille cette fiche pédagogique. On a fait un texte à trous. Donc, parmi ces textes à trous, c'est plutôt les expressions pour le raisonnement logique, pour que les élèves puissent après suivre une démonstration en français. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi que, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, il y a une hypothèse qui utilise une structure assez complexe, si imparfait plus conditionnel présent. Donc ça, en fait, pour nous, quand on a appris le français, on voit ça très, très tard, presque à la fin de 2e année, début 3e année. Et là, les étudiants, ils ont seulement 6 mois de français. Donc, c'est vraiment une structure trop complexe pour eux. Donc, à l'époque, j'ai demandé à mon collègue luxembourgeois, qui est un mathématicien excellent, j'ai dit, est-ce que vous pouvez simplifier la phrase? Et il m'a dit, non, je ne peux pas parce que c'est une démonstration par absurde. Donc, sinon, si je utilise le présent, je suis contre le français. Donc, du coup, je me suis dit, alors c'est très important peut-être pour nos élèves de comprendre ce genre de structure. Peut-être ils n'ont pas besoin d'utiliser tout de suite, mais on peut quand même les sensibiliser pour ce genre de structure, pour qu'ils comprennent, là, c'est une hypothèse. Les profs vont faire une hypothèse. Donc, ce genre de travail, je pense que ça a beaucoup marché et ça a beaucoup aidé nos élèves. Et la deuxième partie du cours, c'est plutôt sur les sciences vulgarisées. Et c'est dans cette partie-là, on peut voir la conquête spatiale, le développement durable, les thèmes plus généraux sur les sciences. Et c'est aussi dans cette partie-là, on essaie d'introduire un monde francophone. On a le Dindin de la Belgique, on a voilà, le Jérémy, je ne sais plus, Jamy, voilà, d'une très très connue en France, Jamy. On a aussi Solar Impulse de Suisse. On présente aussi Bertrand Piccard, un aventurier, et sa famille aussi. Donc, ça, les étudiants ont beaucoup adoré. Et voilà, c'est cette partie-là, on peut faire parler aux élèves. Ils peuvent présenter leur expérience, leurs petites innovations dans notre cours. Et voilà, ils sont très fiers de pouvoir, avec leur... comment dire, des mots très limités pour exprimer quelque chose en sciences. Et voilà, donc pour terminer, en fait, je voulais dire que voilà, il y a une évolution de l'enseignement de français, comme tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a déjà cité. Donc, je suis très fière de vous dire que maintenant, le nombre d'universités proposant un département de français a atteint déjà 164. Donc, il y a vraiment une augmentation croissante. Mais pour nous, on s'inquiète aussi pour ce chiffre, parce que quand ça augmente trop vite, donc ça veut dire qu'il y a un nombre croissant des apprenants français, mais est-ce qu'on enseigne la même chose? Toutes ces universités, 160 universités, est-ce qu'on enseigne le même français ou est-ce qu'il faut aussi varier un peu, donc pour avoir le FOSS dans les différents domaines, pour que les élèves puissent après, premièrement, trouver un bon travail, deuxièmement, avoir une coopération plus variée avec ce monde francophone. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pour enchaîner, je vais quand même faire l'enchaînement sur le secteur académique, parce qu'entre l'Université de Genève et puis Tsinghua, une des plus grandes et prestigieuses universités en Chine, il y a une initiative qui a mis à jour en 2017 un cours, un master dual sur les objectifs durables, la durabilité, l'innovation. Et puis, nous avons ce soir
quelqu'un qui a fait la première volée de ce cours. C'est Inala, qui est suissesse, et puis qui a ensuite travaillé au Bureau international du travail, et puis à d'autres agences onusiennes. Aujourd'hui, elle travaille pour le consulat de Suisse et elle supporte, elle donne des conseils notamment sur les sujets de la durabilité et de l'innovation. Et puis, elle va nous présenter ce soir quelques recherches qu'elle a faites, notamment par rapport aux objectifs 8 et 10. Merci Tina de venir sur scène. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je suis très honorée de pouvoir être ici et de pouvoir parler de mon projet que j'ai mené lors de mon master en 2013. Alors, j'ai fait mes études à l'Université de Genève et j'ai obtenu ce master en développement durable, innovation, durabilité, développement humain. C'est le titre du master. Et c'était un programme unique dans son genre, spécifiquement axé sur les objectifs du développement durable, issu d'un partenariat entre l'Université de Tsinghua et l'Université de Genève et la Tsinghua University à Pékin. Et c'est dans le cadre de ce programme que j'ai travaillé avec deux autres collègues, Kouli Janet et Samsam Mohamed, sur un projet supervisionné par le Bureau international du travail dans leur grand axe de Future of Work. Et nous nous sommes intéressés à l'économie informelle et plus précisément à la platform economy, et en prenant en cas d'étude un service qui s'appelle Gojek. Et si vous avez déjà été dans le sud-est asiatique, vous avez sûrement vu ou même utilisé ce type de service de transport en moto. Et les chauffeurs sont très reconnaissables par leur veste verte brillante. Donc, il s'agit d'une application très connue, utilisée dans le sud-est asiatique et qui, entre-temps, a intégré d'autres services de livraison. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur le service de transport par le mototaxi. Voilà. Donc, avant de vous parler du projet, je vais donner quelques informations du cadre théorique. Donc, de manière générale, on parle d'économie informelle pour indiquer les activités économiques qui ne sont pas réglementées ou protégées par l'État. Donc, avec le développement des technologies liées à la télécommunication et l'élargissement de l'accès à Internet, nous avons une vraie digitalisation des services, de l'économie et de ces services. Et ce qu'on appelle la platform economy, c'est l'économie des plateformes, c'est-à-dire toutes ces activités et services économiques qui sont offerts par le biais d'une plateforme qui alloue la demande et l'offre de services déterminés. Et cette plateforme, souvent, c'est une application mobile qui donc est conçue. Il y a des algorithmes derrière qui font cette allocation. Et donc, dans ce type d'emploi, entre guillemets emploi, parce que nous n'avons pas une relation classique entre employeur et employé, mais c'est plutôt une relation triangulaire entre ceux qui offrent un certain service, ceux qui le demandent, et la plateforme digitale. Dans ce fait, donc, on a ce type d'emploi qui crée d'un côté des nouvelles opportunités, des sources de revenus, en particulier aux couches sociales plus basses qui ne possèdent peut-être pas des qualifications ou des compétences qui sont nécessaires pour avoir accès aux emplois plus formels, qui sont souvent mieux rémunérés en termes de salaire et aussi ils offrent des bénéfices liés à la protection du travail que oui, ces emplois formels que les emplois informels n'ont pas. Donc, si d'un côté, cette plateforme donne une certaine flexibilité aux travailleurs en termes d'horaire, d'indépendance, du cadre hiérarchique, de l'autre, il y a aussi une certaine instabilité et précarité présente dans ce type de travail. Et dans la recherche que j'ai menée avec mes deux collègues, nous sommes allés à Jakarta sur le terrain pour faire un travail de terrain. Et, pour faire une évaluation, une étude sur l'impact que cette application Gojek a eu sur ses chauffeurs, l'impact socio-économique. Donc, on a mené une recherche qualitative en interviewant en échantillon de 100 chauffeurs
pour évaluer comment cette application a impacté leur travail, leur vie en général. Donc, l'intérêt d'avoir ce type de transport, c'est qu'il répond à certains besoins dans la ville de Jakarta, qui est très congestionnée, et il n'y a pas d'option, il n'y a pas une grande offre, il n'y a pas un réseau de transport très bien développé non plus. Et donc, une application comme Gojek, elle va résoudre une certaine demande. Elle va répondre à une certaine demande en déplaçant les personnes en mototaxi. Et introduite en 2017, cette application mobile a été très rapidement adoptée par les Indonésiens et elle a vraiment eu un succès fulgurant. Et cette start-up, aujourd'hui, elle vaut 1,2 milliard de dollars. Donc, ce service, entre-temps, il y a eu d'autres comme Grab dans le sud-est asiatique. Ce service a vraiment bousculé l'économie indonésienne en façonnant les emplois et en modifiant la qualité de vie des Indonésiens. Et ceci dit, avant de l'arrivée de cette application, il y avait déjà un type de service traditionnel de chauffeurs de mototaxi, les Ojek, qui offraient ce type de service, mais sans le biais d'une application mobile. Et donc, les personnes qui voulaient être amenées quelque part, ils devaient se rendre à des endroits définis. Vous voyez le panneau Ojek. Et chaque fois, négocier avec le chauffeur selon la distance et la tarif. Et donc, l'arrivée de l'application mobile, elle a vraiment remplacé ce service qui existait auparavant, et étant beaucoup plus efficace et plus attractif pour les personnes qui utilisaient ce type de service, vu que les tarifs étaient bien définis, les distances, tout était clair. Donc, il n'y avait pas besoin de négociation. Et bien sûr, ça a créé des tensions entre les chauffeurs qui étaient là avant. Et ça a aussi suscité beaucoup de débats au niveau de réglementation du travail, comme on l'a aussi eu au niveau de l'Europe, avec des services comme Uber. Ouais. Donc, dans notre recherche, on a trouvé que la plupart des chauffeurs qu'on a interviewés, ils seront des jeunes hommes qui ont au niveau éducatif de l'école secondaire et qui pensaient travailler pour cette application pour une courte durée, le temps de gagner assez d'argent pour ensuite faire quelque chose d'autre de manière indépendante. Et ces genres de travail, d'emploi, ça a été pour eux une amélioration de leur niveau de vie. Ils gagnent plus d'argent par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et parmi les réponses des personnes qui étaient déjà parmi les réponses, il y avait certains chauffeurs qui avant étaient des chauffeurs Ojek, et pour eux, c'était nettement une amélioration du niveau de vie. Ce qui montre que cette application apporte un impact en changement social, ça améliore la situation économique des chauffeurs. Cependant, bien sûr, il y a aussi toute la dimension d'un travail très, très difficile, pas sûr au niveau de rue, vu qu'il y a des délais, il y a un rythme très, très court pour pouvoir prendre en charge les personnes qui demandent ce service. Et la spécificité, c'est que c'est l'application mobile qui alloue les services. Donc, il n'y a pas une personne physique à laquelle on pourrait éventuellement faire des réclamations s'il y a des contentieux entre la personne qui demande le service et le chauffeur. Et il y a aussi toute une série de bonus ou pénalités, mais qui est décidée par l'application. Donc, c'est très difficile à juger, évaluer qui a raison dans ce type de cas. Donc, avec ce type d'études, on s'éloigne un peu de la vision qu'on a souvent de certaines technologies comme révolutionnaires qui vont résoudre un problème lorsque le problème, en fait, c'est un problème plus large au niveau de la société. Et donc, cette logique concernant l'économie de plateforme, les recommandations de l'Organisation mondiale du travail, ce serait d'encourager les États à avoir une intervention plus forte au niveau de protection sociale, vu que ces employés, entre guillemets,
sont des situations très précaires. Lorsqu'il y a une perte de travail, ils sont tout de suite sans revenu immédiat. Donc, si on reprend le cadre des objectifs du développement durable, ce type de recherche et l'économie informelle en général, elle va toucher les inégalités parce qu'elle va créer un type de service type de service alternatif qui permet l'accès à l'emploi à certaines couches qui auparavant, par manque d'éducation ou par manque de moyens, elles ne pourraient pas avoir accès. Et elle contribue bien sûr aussi à la croissance économique et tout en système parce que le service lui-même, il va aussi soutenir d'autres services comme par exemple la restauration. Et ouais. Il y a aussi une relation en direct avec d'autres objectifs du développement durable. Lorsqu'on parle des ODD, il faut toujours prendre en compte que la dimension économique, la dimension sociale et environnementale ne progressent pas toujours de la même manière. S'il y a une amélioration dans certains aspects environnementaux, par exemple, ça pourrait avoir des conséquences négatives sur l'aspect social ou vice-versa. Donc, et ce type de service met en évidence que, alors, pour la pauvreté, il y a les couches sociales les plus basses, elles peuvent accéder à un certain type de service, d'emploi, rémunération. Et lorsqu'on parle de l'économie informelle, de manière générale, il y a souvent plus de femmes parce que ce sont des emplois plus flexibles, moins rémunérés, qui convient aux besoins des femmes, qui sont souvent les personnes qui doivent se prendre en charge des enfants ou des personnes âgées. Et c'est lié aussi à l'objectif 16, parce que ça met en évidence l'absence ou le rôle de l'État dans ce type de service. L'économie informelle, elle prend plus large un rôle un peu plus important, surtout dans des pays où l'économie, où l'État est moins important. Et finalement, pour l'objectif 17, les employés de l'économie informelle, souvent, elles sont détachées de l'éducation ou des débats plus larges au niveau de la société. Donc, avec ce projet, on a pu voir qu'il faut vraiment avoir une vision globale des défis qu'on voit qu'on rencontre dans la société. Et on ne peut pas avoir une vision tunnel seulement sur la technologie ou sur l'environnement parce qu'on voit les impacts qui vont avoir sur les différentes dimensions. Et c'est justement ce type de projet que l'initiative de Geneva 5 propose. L'initiative a été signée en 2015 entre l'Université de Genève et de Tsinghua et propose, en dehors du master que j'ai suivi moi-même, toute une palette d'autres programmes qui ont cette logique de rassembler des personnes avec des expertises différentes pour réfléchir ensemble à des problèmes sociétaux. En ce moment, par exemple, il y a le Festival d'innovation ouverte, le Open Geneva, c'est plutôt une série de hackathons. Donc, c'est des événements qui se donnent de courte durée et pour rassembler personnes avec des expertises différentes à réfléchir sur l'objectif du développement durable. Il y a aussi maintenant, donc le master propose un échange avec Tsinghua au début, et maintenant la palette elle s'est élargie pour avoir aussi d'autres universités. Et la composition des étudiants, c'est vraiment différente. Chaque étudiant a sa propre expertise, et c'est dans cette vision on essaie de réfléchir aux questions du développement durable. Donc, on a le master, des programmes d'été, de courte durée, de plus longue durée. Et c'est la partie importante. Une autre partie importante, c'est que ce master est très lié avec les agences tunisiennes.
Moi, j'ai travaillé avec l'Organisation internationale du travail, mais il y a aussi toutes les autres organisations de la santé, UNDP, qui proposent des experts qui peuvent venir et nous rediriger les étudiants dans leurs projets ou offrir des conseils de comment améliorer. Voilà. Et dans le cadre de ces initiatives, il y a plusieurs projets qui continuent toujours. Par exemple, Femme Friendly ou Logger, Logger, elle se concentre plutôt sur la qualité de l'air. Donc, ce sont des projets que les étudiants ont créés lors de ce master ou lors de ces programmes et qui ensuite reçoivent le soutien des entreprises privées, par exemple, qui sont intéressées à soutenir encore plus loin ce type de service, ce type de projet. Donc, oui, c'est tout. Alors, on a vu comment est-ce que les hommes, les êtres humains s'organisent à travers les sociétés pour avoir une meilleure vie, mais on vit sur la planète Terre. Et puis, je me suis dit, mais tiens, qui est-ce qu'on pourrait demander, qui est à la fois francophone ici à Pékin, et puis qui pourrait nous parler un peu de cette planète Terre. Et puis, quand je vois ici cette montagne, le fameux Cervin, ça m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit, tiens, il nous faut une géologue, quelqu'un qui est un peu... Puis j'en ai parlé à ma collègue à l'ambassade de Belgique qui m'a dit, mais oui, on a quelqu'un qui est là en Chine depuis 2010, qui est vraiment très reconnu, qui a notamment eu la plus haute distinction chinoise en matière de sciences, qui est le China Friendship Award. Elle a fait des études un peu partout à travers le monde, à Liège, à l'Institut du physique de Globe à Paris, puis ensuite un postdoc à Stanford. Et puis ici, elle s'occupe, elle fait notamment des recherches sur les plateaux tibétains et puis sur les failles géologiques. Et puis ça entraîne notamment de savoir comment est-ce qu'on trace une ligne de chemin de fer en évitant ces failles, ou bien essayer de prédire un prochain séisme. Donc il y a vraiment plein d'applications, malgré qu'on pourrait se dire, tiens, des images satellitaires ou étudier des paysages montagneux, comprendre leur formation, peut-être que c'est un peu des choses qui sont éloignées des objectifs du développement durable. À mon avis, pas du tout. J'aimerais appeler Marie-Luce Chevalier. Merci Didier pour cette introduction et bonsoir à tout le monde. Donc, comme bonne géologue, je vais commencer par vous montrer, dans l'autre sens, pardon, une carte de la Chine, et c'est une carte topographique. Donc, en fait, on voit très nettement, que donc, ça ne marche plus, si, non. Donc, Pékin se trouve ici, comme vous le savez, c'est relativement plat, même si on est entouré de montagnes, mais par contre, toute cette zone brune ici, c'est le plateau tibétain. Donc, c'est une très haute altitude, c'est le plus haut plateau du monde. Et donc, ça comprend les provinces du Tibet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Yunnan et Sichuan. D'accord? Et donc, comment ce plateau du Tibet s'est formé? Donc, en fait, il y a très, très longtemps, l'Inde a commencé à remonter depuis le sud vers l'Eurasie à une vitesse de 14 cm par an, ce qui est énorme. Et ensuite, il y a 55 millions d'années, c'est enfin rentré en collision avec le continent eurasiatique. Et c'est cette collision continent-continent entre l'Inde et l'Eurasie qui a créé la surrection de ce plateau tibétain. Mais ça a aussi donné naissance à plein de grandes failles actives sur lesquelles se produisent tous les grands tremblements de terre. OK, donc vous voyez par exemple sur cette image satellitaire, très nettement, l'Inde, donc relativement plate, basse altitude, d'accord, l'Asie centrale tout autour, et le plateau tibétain, donc relativement plat aussi, mais entouré de grandes chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, ici bordé de pics enneigés, le Pamir, le Tian Shan, ici au nord. Et ce que vous voyez très nettement, c'est cette trace ici très linéaire, qui sont les failles actives. Donc, par exemple, vous avez la faille du Karakorum, qui fait plus de 1000 km de long, et j'ai beaucoup travaillé sur cette faille pendant mes études et plus récemment aussi. Et une autre grande faille active qui sépare le plateau du Tibet du désert du Taklamakan,
Donc, il y a une différence d'altitude de quelques milliers de mètres, hein, qui est très nettement marquée, qui fait 2000 km de long, la faille de l'Altintag. Non, pardon. Voilà. Donc, encore une fois, on voit très nettement la différence entre l'Inde, le désert du Taklamakan, le désert de Gobi et le plateau tibétain, très très haut, une altitude moyenne de 4500 mètres, ce qui est haut. Et juste depuis 2001, il y a eu 12 tremblements de terre de magnitude plus que 7. Donc, c'est énorme en fait. Et les 2 derniers ont eu lieu ici, dans le Qinghai. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ces 2 tremblements de terre. Voilà. Donc, à Maduo, peut-être que certains en ont entendu parler, c'était en mai l'année dernière, en 2021, un très gros, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un aussi gros tremblement de terre, depuis le tremblement de terre du Wenchuan en 2008. Celui-ci était de magnitude 7,4, donc très très gros, et vous pouvez suivre ce genre de rupture de surface sur 150 km. Donc, on a marché sur 150 km pour carter, pour mesurer. Donc, il y a des fissures, il y a des cracks, mais aussi des petits monts, des push-ups, donc comme sur la photo. Voilà. Donc là, c'est quand on a un petit peu de compression, ça fait un petit push-up. Comme ici, on voit très nettement le sol plissé. Les routes, évidemment, qui sont détruites. Le seul pont de la région, parce que c'est une région très reculée, il n'y a pas d'habitants, il y a vraiment peu de choses, mais il y a une autoroute et qui s'est fait complètement détruite en domino. Et là, malheureusement, il y avait un yak qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui est tombé dans le trou. Mais ne vous inquiétez pas, ils l'ont sauvé, il n'y a pas de souci. Hop, non. OK. Donc au début, on dormait sous tente parce qu'on avait peur des répliques et on en a senti beaucoup. Donc on est arrivé le lendemain du tremblement de terre et pendant toute la semaine qui a suivi, on en a senti 6 par jour. Et on le sent vraiment, hein, quand vous dormez, ça vous réveille. Donc après, on a été dans les tentes du gouvernement qui ont mis à disposition des quelques locaux et des scientifiques, en fait, parce qu'en fait, il faisait très, très froid, même si c'était au mois de mai, il faisait très, très froid. Hop. Et plus récemment, en janvier dernier, en fait, toujours dans le Qinghai, il y a eu un tremblement de terre plus petit, 6,9, mais qui a quand même fait 27 km de rupture en surface. Et ce n'est pas le même paysage, donc ce n'est pas des plaines et des prairies plates, c'est vraiment la montagne, c'est la chaîne du Qilianshan. Et on suit donc de nouveau très bien la rupture de surface. Donc de nouveau, on voit des grands cracks. Ici, il fait plus de 8 mètres de profondeur. Je mesurais avec le mètre et je n'arrivais pas à toucher le fond. Donc ça faisait pas un petit peu peur. On a des push-ups comme ça. Le plus haut faisait plus grand que moi, peut-être 2 mètres. Donc assez impressionnant. Et pas de bol aussi, à travers la montagne du Qilianshan, il y a une nouvelle ligne de chemin de fer qui a traversé pour rejoindre 2 grandes villes du Gansu, en fait. Et donc, il y a un tunnel, et à l'instant du tunnel, il y a un pont. Et donc, il a été évidemment complètement détruit. Et donc, mes collègues sont rentrés dans la partie détruite, en fait, et pendant 600 mètres, il n'y avait pas de dégâts. Mais au moment où ça traverse la faille, alors là, c'était impressionnant, là. Et c'était dangereux, parce que quand il y a des répliques et vous vous trouvez à l'intérieur du tunnel, vaut mieux pas, en fait. Donc, en parlant de chemin de fer, en fait, il est très important que les scientifiques aussi étudient la géologie où va passer la ligne de chemin de fer. Donc là, peut-être que vous savez, il y a une ligne Chengdu-Lhasa qui va traverser toute la partie ici, sud-est du Tibet, qui est la plus escarpée. Ici, c'est plutôt plat, d'accord. Là, on a les grandes chaînes de montagnes, pardon. Mais ici, c'est là que vous avez les grands fleuves asiatiques, comme le Mekong, la Salween, le Yangtze. Et donc, voilà, vous voyez le relief, c'est très, très escarpé. Donc, c'est un énorme challenge de construire cette ligne de chemin de fer dans cette région. En plus, ça sera 1600 km de long et il y aura 96% ou 96% de tunnels. Donc, c'est vraiment un gros challenge. Et dans cette région-ci, le plus long tunnel, un seul tunnel fera 42 km. Donc, il ne faut pas se tromper de où passera exactement cette ligne de chemin de fer. Donc, c'est là que notre équipe est intervenue. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en gros? Donc, on va sur le terrain
Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre quelles sont les failles les plus actives? Est-ce que le train devrait passer là ou peut-être plus loin, etc. Donc, on va sur le terrain. Donc là, c'est quelques photos qui vous montrent la partie est du Tibet. Donc, très escarpé, très vert, très humide. Donc, il y a la mousson qui arrive, très jolie, malgré la haute altitude. Là, dans la partie centre du Tibet, sud ou ouest, c'est beaucoup plus aride, beaucoup plus sec. La mousson n'arrive pas jusque-là. On a le désert, Taklamakan ici. On a les chaînes de l'Himalaya. On a même des petits volcans. Le petit dernier, là, qui date de 1951. Et donc, qui dit terrain, dit aventure, évidemment. Donc, je ne vais pas tout expliquer, mais en gros, on va souvent à l'automne parce que les rivières sont gelées. Et donc, c'est plus facile. Mais parfois, les grosses rivières ne sont pas gelées. Donc, on a traversé ces grosses rivières. On a des tempêtes de sable, on est enlisé, on fait les provisions pour tenir plusieurs jours ou parfois des semaines, parce qu'on va dans des endroits assez reculés. Et puis, on mange des nouilles instantanées pendant une semaine, parfois parce qu'on n'a plus rien. Et puis, on traverse des grandes plaines. Parfois, on arrive sur les routes qui sont évidemment impraticables. Oups. Ouais. Ça, c'est plus dans la partie est du Tibet. Donc, il y a des arbres. La partie ouest, il n'y a pas d'arbres. On dort dans le monastère. Là, on aime bien dormir dans ce monastère. Mais il faut faire la vaisselle, il faut faire à manger. On fait tout nous-mêmes. Et donc, les moines sont très contents. On arrive et hop, on leur fait à manger. Donc, on prend l'eau de pluie qu'on fait bouillir comme ça sur des panneaux solaires. Et il y a même des toilettes 5 étoiles avec une porte. C'est assez exceptionnel. Et puis, évidemment, tout ce travail de terrain nous permet de rencontrer les locaux qui sont toujours très accueillants, très souriants et très intéressés en fait, par ce qu'on fait. Ils veulent toujours nous aider, donc c'est assez mignon. Donc, tous les ans, il y a 1,4 million de tremblements de terre. Mais heureusement, ils ne sont pas tous aussi puissants que ceux que je viens de vous montrer. Le plus gros était au Chili en 1960, 9,5, oui, presque. Mais ce n'était pas le plus meurtrier. En fait, le plus meurtrier était celui en Chine, en fait, dans le Shanxi, en 1556. Il a fait plus de 830 000 morts. Donc, c'était un gros tremblement de terre. Juste pour vous donner une petite anecdote, le tremblement de terre du Japon, en 2011, qui a donné le gros tsunami dont on se souvient tous, a déplacé toute l'île du Japon de 50 mètres, comme ça, en 10 secondes. Je ne sais pas combien de secondes ça faisait. Donc, c'est très impressionnant. Et nous, les hommes, les êtres humains, on peut le sentir à partir de 3. Donc, ceux qui ont senti le tremblement de terre de Chaoyang récemment, c'est possible. Puis, évidemment, on se souvient tous du tremblement de terre de Wenchuan en 2008, qui a fait énormément de victimes, avec la ville de Bechuan avant, au pied des pentes très escarpées. Donc, il y a eu plein de glissements de terrain. Et donc, ça a complètement détruit cette ville. Et puis, même à long terme, en fait, plus il y a de tremblements de terre, des tremblements de terre répétitifs, on a par exemple carrément des chaînes de montagnes qui se font décaler. Donc, on a une faille ici, et vous voyez que ça se fait décaler comme ça, ou bien un alignement de cailloux qui se fait décaler au cours du temps, en quelques centaines de milliers d'années ou plus. Donc, quand on va sur le terrain, une des techniques, on prend un drone et on prend plein de photos d'un objet géologique qu'on va étudier. Par exemple, là, c'est une moraine glaciaire. Donc, tout ça a été rempli de glace avant. La glace s'est retirée dans la montagne, elle est laissée un lac glaciaire. On prend des photos, on voit très nettement une faille ici, et on peut obtenir un modèle numérique de terrain de très, très haute résolution. Et après, on mesure, on fait nos petites mesures, nos calculs. Pardon. Ensuite, on échantillonne sur le terrain, donc sur cette moraine, des gros cailloux, ou bien on fait des trous quand il n'y a pas de gros cailloux. Et ensuite, on analyse ces cailloux dans un laboratoire de chimie. Donc moi, dans mon cas, je fais des datations en beryllium-10. Et en gros, ça va nous donner l'âge de cet objet géologique. Depuis quand, par exemple, le glacier s'est retiré. Donc, tous les cailloux qui sont exposés là, qui sont plus couverts de glace, quand est-ce que ça s'est fait? Donc, on peut aussi avoir des informations climatiques. Et donc, tout ça va nous permettre de comprendre mieux comment les failles bougent, à quelle vitesse, où est-ce que c'est dangereux. Donc, vous allez me dire, mais alors on peut prédire les tremblements de terre? En fait, pas vraiment.
mais on peut quand même aller vers la prédiction parce qu'on étudie, on sait où sont les failles, on sait plus ou moins quand elles ont bougé, donc on étudie les tremblements de terre du passé et on essaie de comprendre ou de quantifier tous les combien se produira un tremblement de terre. Donc si c'est tous les 3000 ans, par exemple, on sait que le prochain sera dans 3000 ans, par exemple à Wenchuan. Voilà. Donc on ne peut pas donner une date et un jour et un endroit, mais on peut quand même savoir où sont les gaps sismiques et où sont les prochains tremblements de terre se situeront. Merci beaucoup. Bon, les objectifs du développement durable, c'est une initiative des Nations Unies. Et puis, il y a une agence qui s'occupe vraiment de les mettre en œuvre. C'est le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Donc, le prochain orateur vient de cette institution, c'est Arnaud Debauge. Et il est diplômé de Sciences Po Lille et d'Oxford. Il a travaillé auparavant pour l'ONG China Carbon Forum. Et puis ensuite, il est allé à Shanghai pour l'Université de technologie sino-européenne. Et puis, il a aussi travaillé à l'ambassade de France, ici à Pékin. Alors, je vais demander à Arnaud de nous présenter l'implication du PNUD et de comment est-ce que ça se passe, notamment sur certains objectifs qu'il va nous expliquer. Merci. Bonsoir, merci. Je fais les petits tests de rigueur pour voir si la présentation fonctionne. Parfait. Donc, bonsoir à vous et merci beaucoup à l'ambassade de Suisse pour son invitation. Donc, je travaille au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc, cette institution de l'ONU est présente dans 70 pays, 170 pays, et donc a pour but d'aider les pays avec lesquels elle travaille à atteindre ces objectifs de développement. Et donc, quand l'ambassade de Suisse m'a contacté, donc il y avait cette thématique de l'innovation, donc on s'est mis d'accord pour vous présenter le travail qu'effectue mon institution sur comment est-ce qu'on calcule le développement, non seulement économique, mais aussi sur les dernières publications scientifiques sur intégrer l'aspect environnemental et climatique dans les calculs du développement. Donc, le dernier gros rapport publié par mon institution qui a traité de ce thème, c'est le rapport sur le développement humain, donc le RDH, et donc le nom est la prochaine frontière, le développement humain et l'anthropocène. Donc là, je parle sous le contrôle d'une géologue. Donc l'anthropocène, c'est un concept qui a été proposé à la fin du XXe siècle pour émettre l'idée d'une ère géologique où l'impact humain serait suffisamment significatif pour avoir un impact sur la géologie et sur le climat. Donc, chaque année, donc, il y a la publication de ce rapport. Et donc, c'est un rapport qui a été qui date de 1990, donc qui fait un classement des 169 pays. Donc, il les classe de très élevé, moyen et faible pour le développement humain. Et donc, le concept vient d'un chercheur indien que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Amartya Sen, et qui a lui-même créé cet indice de développement humain, donc l'IDH, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. Donc, très brièvement, donc, on va dire conventionnellement, donc, il y a 3 grands indicateurs pour le calcul de l'IDH, donc le produit intérieur brut, l'espérance de vie et l'éducation. Donc, évidemment, en 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions sur comment est-ce qu'on va réussir à mieux calculer le développement. Donc, il y a eu plusieurs indices qui ont été créés dans les 10 dernières années. En 2006, sur la désagrégation de l'IDH pour avoir des tranches plus fines de population. Et à partir de 2010, il y a 4 nouveaux indicateurs qui ont été créés. Donc, sur les inégalités, donc l'IDH ajusté aux inégalités, 2 sur le genre et 1 sur la pauvreté multidimensionnelle avec l'Université d'Oxford. Et donc, une des grandes questions scientifiques sur les sciences sociales et qui lie les sciences économiques, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à intégrer un calcul de développement
qui peut intégrer donc, les risques environnementaux et climatiques. Donc, il y a eu énormément d'initiatives, même en Chine, il y a plusieurs, alors pas liées à l'IDH, mais sur le calcul du PIB. En 2003-2004, il me semble, il y a eu le PIB vert qui venait d'une initiative du gouvernement chinois. Donc, tout parle donc comment on arrive à pouvoir affiner un calcul de développement qui n'est pas seulement donc, le PIB par habitant. Donc, le rapport du PNUD que je vous présenterai brièvement, a fait le constat donc, que les déséquilibres sociaux renforcent les déséquilibres planétaires et dans un espèce de cercle vicieux. Donc, les chocs qui créent des inégalités, qui créent elles-mêmes des pressions et qui créent des risques. Donc on part aussi du constat que le changement climatique aggrave les inégalités de développement humain. Donc là, vous avez en vert clair les scénarios sur l'atténuation modérée et en vert foncé sur les scénarios où il n'y a pas d'atténuation du changement climatique. Et vous voyez que les pays les plus touchés sont des pays où le niveau de développement est faible. Et là aussi, sur un autre aspect mais qui est relativement similaire, c'est que la vulnérabilité sociale est plus grande là où il y a une plus grande menace écologique. Donc ça se voit sur l'inégalité, donc à gauche, au milieu pour les inégalités en genre, et dans les pays où il y a une forte proportion d'enfants. Et donc, les constats aussi, c'est que si on regarde à l'empreinte matière, c'est-à-dire l'extraction et l'importation de matière, donc ça recoupe à la fois la biomasse, les énergies fossiles et les minerais, métalliques et non métalliques, on a donc en bas, vous avez l'IDH, et à gauche, vous avez donc cette empreinte de matière et donc un lien de corrélation entre le niveau de développement et l'empreinte matière. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut réussir à se développer sans avoir un impact qui se ferait au détriment des limites environnementales et climatiques? Donc le PNUD a mis au point, donc, il y a 2 ans, donc un nouveau type d'IDH. Donc, c'est là un peu la conclusion sur la partie scientifique de ma présentation. Ça a fait part à une certaine innovation intellectuelle et scientifique. Donc, l'idée, c'est on prend les IDH, mais on l'ajuste avec les pressions exercées sur la planète. Donc, il y a 2 principales mesures. La première, c'est les émissions de CO2 par habitant. Et l'autre, c'est l'empreinte matière que je viens de mentionner sur le graphique précédent. Et donc, on a, si vous regardez l'axe qui représente l'IDH, on a donc une forte décalage sur la droite de tous les pays qui sont plus développés et donc qui ont une empreinte planétaire et environnementale, une empreinte climatique et environnementale plus forte. Et donc, le PNUD a créé un classement donc, de cet ajustement planétaire, donc IDHP. Et donc certains pays ont plus gagné ou ont plus perdu par rapport à d'autres pays. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer la connaissance scientifique sur le développement, mais aussi de pousser des pays, puisque ça s'adresse à tous les pays, non seulement à faible développement, mais aussi à très haut niveau de développement, à pousser vers d'autres choix de politique publique. Donc, j'en termine avec l'aspect, on va dire, scientifique de ma présentation, et je vais très brièvement vous présenter 2 programmes que mon institution mène en ce moment au PNUD. Donc, l'innovation se passe aussi, donc on a cet aspect scientifique, mais donc aussi cet aspect programmatique. Donc, je vais simplement vous présenter très brièvement un projet de coopération dite trilatérale avec l'Éthiopie et le Sri Lanka. Donc, l'idée, c'est plutôt que de passer sur des thématiques, un format assez classique de modèle de développement entre un pays, entre le PNUD et un pays à faible niveau de développement. On va travailler avec la Chine, donc via les mécanismes de coopération Sud-Sud, pour avoir des projets de coopération trilatérale. Donc, on en a notamment dans les objectifs de développement, dans les
les projets dans le domaine des énergies renouvelables, donc à la fois au Sri Lanka et avec l'Éthiopie. On travaille bien évidemment avec les partenaires gouvernementaux à la fois en Chine, en Éthiopie et au Sri Lanka. Et l'idée, c'est de faire bénéficier donc, en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'expérience chinoise qui, elle, s'est fortement développée dans les énergies renouvelables, notamment dans les 10 dernières années. Donc, il y a eu d'autres projets qu'on a fait en Chine avec le PNUD et avec d'autres pays africains, notamment le Ghana et la Zambie. Et donc, ça a permis d'avoir une volonté politique plus forte des gouvernements ghanéens et zambiens sur leur proportion d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Donc, on était assez satisfait de ce projet. Donc, ça permet aussi de travailler avec non seulement l'énergie, mais aussi avec les acteurs locaux sur le terrain, les agriculteurs. Donc, non seulement appliquer des objectifs d'énergie, mais aussi d'intégrer le revenu des populations locales. Et donc, j'en arrive à mon dernier programme. Donc, là aussi, un programme sur l'eau. Donc, en Chine directement, donc, là, sans passer par la coopération trilatérale, le PNUD travaille avec... en ce moment, on travaille avec 6 provinces et donc 11 villes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir amener de l'eau saine, purifiée aux populations locales. Donc, l'innovation, elle se fait à la fois au niveau là aussi, au niveau de la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement l'accès à l'eau, mais on regarde comment le tissu économique local est géré. Donc, ensuite, sur le niveau des secteurs, c'est-à-dire on va essayer de promouvoir certains types d'innovations sur des secteurs comme l'écotourisme qui peuvent être particulièrement propices au développement de ces localités. Et puis, enfin, on va essayer d'être innovant dans le choix de là où on installe les stations d'assainissement ou les purificateurs d'eau. Donc, notamment, là, vous avez une photo d'écoliers parce que justement, on a installé des centaines de purificateurs d'eau dans les écoles, dans les différentes provinces où on est présent. Alors, voilà. Donc, j'en termine ma présentation avec, donc, si vous voulez approfondir, donc déjà la publication du nouveau rapport du PNUD sur l'IDHP, donc sur l'indice de développement humain ajusté aux pressions exercées sur la planète, donc va sortir à la fin du printemps 2022, donc de cette année. Donc, ce sera assez intéressant sur le plan scientifique de comparer avec la version qui est sortie en fin 2019. Et pour tous ceux qui s'intéressent notamment aux thématiques de pauvreté multidimensionnelle, donc l'Université d'Oxford et le PNUD ont créé un cours en ligne qui est gratuit en langue française et aussi en 3 autres langues. Donc c'est en ce moment, donc toutes les semaines, vous avez un contenu interactif de très bonne qualité. Donc je vous recommande hautement de vous inscrire si jamais vous voulez approfondir sur cette thématique. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, moi, je remercie tous nos orateurs ce soir, mais il nous reste encore quelques temps pour faire approfondir les quelques objectifs qu'on n'a encore pas discutés à travers un petit panel. Donc, on va installer quelques sièges ici, et puis je vous propose de me rejoindre. Et puis, on va aborder quelques thèmes, et puis ensuite, on aura une possibilité d'interagir et de poser des questions, d'avoir un jeu de questions-réponses. Alors, on s'excuse pour les problèmes logistiques. Voilà. Il en faut encore un. Oh. Alors, on a vu
où on n'a pas encore vu qu'il y a un objectif sur la production et la consommation durable. Et puis, j'aimerais bien aborder ce sujet. Sur la production, il faut notamment des entreprises qui soient responsables, qui mettent des produits sur le marché qui soient responsables. Il y a beaucoup d'innovation, de recherche technologique là-dessus. Mais j'aimerais savoir au niveau de la consommation, notamment avec Hippolyta, qu'est-ce qui se fait pour déjà inculquer ça aux plus jeunes? Évidemment, c'est un thème très important, comme vous l'avez dit, et il faut commencer dès un très jeune âge de sensibiliser les enfants sur cet aspect. Donc, on peut proposer différentes activités et même différentes petites choses qu'on peut faire au quotidien, que tout le monde devrait faire au quotidien et que les enfants doivent savoir parce que ce sont nos plus jeunes citoyens et le monde, c'est leur monde et c'est leur futur qui est compromis. Et c'est très important, par exemple, d'étudier si on peut parler comme ça, ou d'observer la nature pour les enfants, de voir comment les organismes vivants vivent, évidemment, et de les connaître et de voir leur unicité, leur beauté qu'ils ont. Et comme ça, pour sensibiliser les enfants vers l'environnement et vers la nature elle-même. Déjà, on peut commencer comme ça et puis continuer pour les études des plus grands. Donc, vous avez bon espoir qu'on puisse changer cet état d'esprit que de vivre à travers la consommation et de plus se recentrer alors sur la nature et sur d'autres aspects. Oui. 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 Et puis Arnaud, alors comment est-ce que les agences onusiennes s'affairent à ce problème? Sur la consommation, c'est un grand sujet, donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. La plus récente en termes d'économie circulaire, c'est probablement l'accord sur un projet de traité sur l'utilisation du plastique qui a eu lieu il y a quelques semaines et donc qui devrait aboutir à un traité d'ici fin 2024-2025. Donc ça, c'est potentiellement très, très important et ça, on espère, en tout cas du côté des institutions, que ça pourra avoir le succès que le protocole de Montréal a eu sur la couche d'ozone, qui était un énorme problème il y a une vingtaine d'années et qui maintenant s'est considérablement amélioré. Sur la consommation, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'acteurs locaux qui sont impliqués, mais nous, on pousse aussi la prise de responsabilité de la société civile. Donc, on a, notamment chez les jeunes, on a un programme qui s'appelle le Movers Program à PNUD. Alors, il faudrait trouver la bonne traduction en français. Donc, mais en tout cas, un programme donc, pour pousser avec des espèces d'ateliers qui sont ouverts. Donc, d'ailleurs, en avril de cette année, donc dans 2 ou 3 semaines, il va y avoir un événement là-dessus qui est ouvert à tout le monde, donc en anglais et en chinois. Donc, je vous invite tous à participer sur la consommation durable. On a des projets un peu plus scientifiques aussi sur comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de consommation qui sont durables. Donc ça, je vous évite les détails, mais on a donc des événements réguliers là-dessus pour essayer d'avoir des calculs sur la durée de vie, l'impact environnemental des produits. Donc, je pense que c'est Tina qui parlait des problèmes de la technologie qui parfois est évidemment une solution. Et donc, ce serait aberrant de ne pas prendre en compte la technologie, mais évidemment, parfois, l'aspect innovant peut avoir un impact encore plus négatif sur l'environnement. Mais quand vous présentiez là tout à l'heure cette courbe où on voit l'extraction des matières en fonction de l'indice de développement humain, et puis aussi il y a l'identité de Gaïa qui régit les gaz à effet de serre avec le GDP et la population sur la planète. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que la consommation, mais des services, est peut-être un moyen, vu que les services généralement émettent moins ou ont moins de carbone associé et entraînent moins de ressources? Donc, oui, sur les services, évidemment, c'est une thématique parmi d'autres.
mais après, l'indice que je vous ai présenté tout à l'heure inclut aussi les importations. Donc, normalement, ça permet aux États développés de ne pas se défausser vers en tout cas de refléter l'impact au niveau environnemental de cela. Donc, ce ne serait pas la seule solution. Ouais. Mais c'est intéressant. Moi, là, je ne parle pas au nom de mon institution, mais sur ces thématiques-là, évidemment, il y a beaucoup là, du point de vue de mon pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur des formes de réindustrialisation pour se réapproprier des activités qui étaient avant polluantes et qu'on a exportées vers d'autres pays. Donc, est-ce que ce ne serait pas dans l'intérêt de tout le monde de réindustrialiser certaines parties de l'économie pour en avoir un contrôle plus fort de l'impact environnemental? Bon, alors, si on parle, par exemple, de l'eau propre et de l'assainissement, l'impact numéro 6, avant que Marie-Luce nous parle du problème de l'eau dans les régions isolées, mais il y a quand même un impact de la production industrielle, de l'activité humaine sur notamment les écosystèmes dans les eaux et la pollution qu'il y a dans les eaux. C'est indéniable. Tout à fait. Tout à fait. Marie-Luce, quelques mots peut-être sur justement l'accès à l'eau dans ces régions que vous visitez des fois, qui sont très reculées? Bah oui, dans la partie, sur le plateau tibétain, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de lacs. Bah, malheureusement, ils sont salés pour la plupart, mais il y a beaucoup de rivières, toutes les grandes rivières d'Asie qui partent plutôt vers l'ouest. Donc, les gens prennent l'eau de la rivière, qui font bouillir, mais à 4000 mètres ou 5000 mètres, ça ne bout pas de la même façon, évidemment. Et puis, il y a les glaciers, il y a les yaks, il y a tous les animaux sauvages. Donc, l'eau, évidemment, n'est pas propre à la consommation. Donc, nous, quand on y allait, on avait un petit purificateur d'eau ou bien les petites pastilles je sais plus, d'iodine ou je ne sais plus quoi, pour purifier l'eau. Et puis, voilà, on a été bien la plupart du temps, pas toujours. Parfois, on avait des petits problèmes gastriques. Donc, ce n'est pas très chouette. Mais pour la partie plus est, là, c'est beaucoup plus développé. Donc, le Sichuan, Yunnan, évidemment, il y a des hôtels, on peut acheter de l'eau, il n'y a pas de souci, ce n'est pas très reculé. Mais les gens donc, du côté ouest, plutôt, ils se lavent dans les rivières, ils font leur lessive dans les rivières, donc c'est un problème. Et puis il y a tous les déchets aussi, parce qu'ils jettent par terre, donc ça atterrit aussi dans les rivières. Donc pour les poissons ceci dit, les poissons, ils ne les mangent pas, parce que les Tibétains ne mangent pas de poissons. Parce que les poissons, ça peut être des gens qui se sont réincarnés en poissons. Voilà. Mais alors, l'eau aussi, il y a un impact entre l'eau et l'éducation. Je crois que Tina, vous avez pas une anecdote, mais une réalité malheureusement à ce sujet-là. Oui, lorsqu'on parle, on pense à l'eau ou les infrastructures sanitaires, il y a une dimension liée au genre, parce que souvent, vous pouvez me confirmer, Marie-Luce, la source où aller chercher l'eau, c'est souvent une tâche des femmes parce que c'est lié à le fait de cuisiner, de laver. Et donc, il y a une relation un peu inattendue entre la dimension du genre et l'eau. Et lorsqu'on parle de l'éducation, lorsque dans les écoles, on manque d'une infrastructure des toilettes adaptées, souvent ça a un impact beaucoup plus majeur sur les filles que sur les garçons, parce que pour les filles, il y a aussi toute cette dimension de gérer de manière saine et digniteuse les règles. Et lorsqu'on n'a pas des endroits, des toilettes qui sont appropriés, dans certains pays, ça va entraîner que ces filles ne vont pas à l'école. Et donc, bien sûr, ça a un impact encore plus grand sur une inégalité dans l'éducation. Donc, oui, à partir de l'eau, des infrastructures sanitaires, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur l'éducation. Et c'est un lien, une connexion que parfois on n'arrive pas à faire, ou ça ne nous parle pas trop dans les pays développés en Europe. Ouais. Oui. Alors, ça m'amène sur le problème de l'égalité des genres, et puis c'est aussi un objectif. C'est l'objectif numéro 5. Puis, la question, toujours dans le domaine de l'éducation, mais dans le domaine scientifique notamment, il y a très peu de femmes
Rina, comment est-ce qu'on s'attaque à ça pour favoriser la venue des femmes dans des domaines relativement techniques et scientifiques? Mais c'est vrai, en fait, moi, je ne suis pas scientifique, mais comme je travaille dans un milieu, j'ai que des collègues scientifiques, donc on a constaté vraiment une attention toute particulière à ces femmes scientifiques. Donc, il y a des associations au niveau national pour les femmes scientifiques et les universités, comment dire, très orientées en sciences, comme Tsinghua University et la nôtre. On a chaque université a aussi leur propre association des femmes scientifiques. Et surtout, on est très content en fait de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées par le projet international scientifique, parce que souvent les filles, elles se débrouillent mieux en fait en langue. Donc, je donne un exemple, par exemple, comment dire, les différents départements de mon université, certains départements, sur une classe de 30 personnes, il y a une seule fille, alors que dans l'école centrale de Pékin, on a 30% des filles. Donc, on est une école très connue à l'université, connue pour une coopération internationale. On est aussi connu pour avoir beaucoup de filles. Donc, je pense que maintenant aussi, surtout en 2021, c'est l'année dernière, le gouvernement aussi a lancé beaucoup de politiques pour favoriser l'implication des femmes scientifiques dans le travail, pour les bourses, pour leurs projets de recherche. Donc, on voit qu'il y a une série de politiques qui sortent comme ça, et je pense que c'est très agréable de voir voilà, une évolution des femmes scientifiques. Bon, en tout cas, ce soir, je suis bien entouré. Mais Marie-Luce, la réalité pour vous, qu'est-ce que c'est? Il me semble que vous êtes déjà, malheureusement, la seule étrangère dans votre académie des sciences. Oui. Mais en plus de ça, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre domaine? Et comment ça se passe aussi dans ces missions auxquelles vous partez des fois au pied levé, hein, quand il y a un tremblement de terre, on prend son sac, on saute dans un avion ou dans un train. Oui, donc dans mon institut, il y a des femmes chercheurs, un professeur chercheur. Ce n'est pas la majorité du tout. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très, très peu. Par contre, côté étudiante, il y en a un peu plus, de plus en plus. Là, j'ai une étudiante en ce moment et qui voulait absolument avoir une directrice de thèse féminine parce qu'elle pensait qu'on se comprendrait mieux, et surtout sur le terrain, comme vous dites, parce que bon, dans l'est du Tibet, il y a des arbres, c'est facile pour aller aux toilettes, par exemple, mais dans l'ouest, c'est plat, il n'y a rien. Donc, c'est bien de s'entraider ou de mettre un manteau pour cacher ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que, comme disait Rina, en Chine, mais aussi en Europe, en fait, pour les bourses de recherche, par exemple, ils aident, enfin, ils aiment bien qu'il y ait des femmes qui l'obtiennent, hein. Alors, évidemment, il faut avoir le niveau, etc. Hein, donc, on a le même niveau que les hommes, etc. Mais ils favorisent un petit peu, enfin, je ne sais pas s'ils favorisent vraiment, mais ils accentuent le fait que les femmes doivent postuler. Et il y a de plus en plus de femmes qui obtiennent les bourses de recherche, donc ça, c'est positif. Par exemple, pour les projets de recherche de moins de 35 ans, on a 3 ans de plus pour postuler, parce qu'avec les enfants, etc. Mais après 35 ans, non. Donc, on doit rattraper le retard des enfants au-delà de 35 ans, mais c'est déjà pas mal, en fait. Ce n'est pas encore parfait, mais on y arrive petit à petit. Voilà. Merci. Alors bon, on a fait le tour de passablement de ces sujets hein, ce soir. Il nous en manque encore deux. Il y a notamment le problème de la faim ou de la paix. Mais j'aimerais savoir, il nous reste encore quelques minutes avant qu'on ait la déconnexion avec Internet. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour nos invités de ce soir? Oui? Merci beaucoup pour les présentations et pour le panel très passionnant. J'aimerais demander une chose plutôt pour le PNUD, car le PNUD est actif en Chine depuis des années. Quel rôle a joué pour résoudre le problème de la faim en Chine et si la même approche
sont possibles pour résoudre le problème en Afrique? Merci pour cette question. Donc, le PNUD, en effet, est présent depuis 42 ans maintenant. On a fêté notre 40e anniversaire il y a 2 ans. Et pour résoudre le problème de la faim, donc c'est plus sur l'aspect diététique le PNUD a eu peut-être son plus grand impact en Chine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il manquait certains aliments qui avaient certaines qualités nutritionnelles. Donc, le PNUD a joué un rôle dans l'importation de certains fruits et légumes qui n'existaient pas à l'époque en Chine. Donc, notamment, on est très fiers du brocoli, puisque c'est un légume qui n'existait pas. Et donc, mes collègues qui sont les plus anciens au PNUD ont participé au fait qu'il ait été importé en Chine. Est-ce qu'il y aurait une seconde question? Oui. Oui, alors j'ai une question pour professeur Minassa. Comme vous avez fait beaucoup de recherches ou bien d'essais pour l'enseignement du français pour les étudiants en sciences techniques, est-ce que selon vous, il y a peut-être quelque chose qu'on peut emprunter pour rénover les méthodes pédagogiques peut-être pour l'enseignement en d'autres spécialités plutôt traditionnelles comme la littérature, la traduction, l'interprétation, etc. D'accord. Donc, vous parlez plus généralement le FOSS, en fait. Le FOSS, c'est le français sur objectif scientifique. Et dans le cas de mon université, c'est orienté vers les sciences. Peut-être dans certaines écoles de commerce, peut-être c'est orienté vers le commerce, l'économie. Mais je trouve que la chose la plus importante, en fait, j'ai eu ce cours depuis 2009. Donc, j'ai fait ce cours depuis déjà... J'ai du mal à calculer. Bon, donc, depuis longtemps. Mais j'ai les collègues français, les collègues scientifiques, pas seulement français, on a aussi des luxembourgeois, des Belges. Mais ils travaillent ici 3 ans, 4 ans, et puis ils sont partis. Il y a des gens qui reviennent. Il n'y a que moi qui reste. Mais la chose la plus importante que je trouve, c'est de coopérer avec ces scientifiques. Donc, si on voudrait innover dans certains domaines, il faut vraiment travailler avec les professeurs dans ce domaine. Si les profs de français, on travaille tout seul dans notre petit coin, je pense que c'est difficile d'innover. Mais vraiment travailler le français en sciences, c'est quelque chose de très, très difficile pour nous. Il faut vraiment s'investir beaucoup. Mais quand on voit le retour des élèves, la satisfaction des élèves, je pense que c'est aussi quelque chose de très heureux pour être un professeur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Suisse, on est extrêmement sérieux quand il s'agit de l'heure. Et malheureusement, nous sommes à la fin du temps imparti, mais j'aimerais demander à notre ambassadeur de nous donner un petit mot de la fin, si c'est possible. C'est une tâche bien redoutable que vous me donnez, cher modérateur, car la vastité des savoirs qui ont été abordés rend la tâche vraiment difficile. Néanmoins, j'aimerais tous vous remercier, pas seulement pour votre participation, mais pour avoir attiré l'attention du public sur les objectifs du développement durable à une époque dans laquelle, par la force des choses, et c'est tout à fait justifié, nous sommes occupés par le virus, par la guerre, et c'est des occupations et des problèmes bien sérieux, mais s'insèrent dans un projet et dans des priorités beaucoup plus vastes. Merci beaucoup de nous avoir rappelé cela. Première chose. Deuxième chose, la vastité des savoirs nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est impressionnant, toutes les approches qui ont été illustrées aujourd'hui. Et souvent, ce sont des savoirs en lien transversal. Il n'y en a pas un seul, mais il y en a plusieurs qui doivent être nécessairement en concurrence pour arriver à ces objectifs.
Troisièmement, l'élément de l'innovation, c'est le savoir non pas statique, mais le savoir en développement permanent, aussi de solutions créatives comme celle des objets dont j'ai entendu parler très volontiers car j'ai vécu 3-4 ans en Indonésie. Ça m'a donné des bons souvenirs. Et finalement, la dimension de la langue. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir qu'on a dit, ah ben, c'était un français aujourd'hui, c'est génial, c'est cool. Je ne pense pas que c'est seulement ça, mais ça rajoute pour plusieurs raisons, parce que ces sciences baignent dans des domaines linguistiques différents, parce que les utilisateurs sont dans des domaines linguistiques ou dans des régions, pensons à l'Afrique, où on parle beaucoup. Le 300 millions dont j'ai parlé, en progression, c'est surtout en Afrique. Je pense que cette pluralité de langues dans lesquelles les savoirs évoluent, ce n'est pas simplement quelque chose, comme on dit en français, nice to have, mais c'est partie aussi de la solution. Je promis à la fin un moment convivial et je vous invite tous très cordialement à partager ce moment convivial à côté. Merci beaucoup et félicitations encore une fois à tous les participants. Merci.